travail rend-il malade? En tout cas, de plus en plus de salariés sont absents. Un employé a mis fin à ses jours ce matin en s'immolant par le feu. Ça s'est passé Le fait sur le... d'être toujours plus productif, plus dans la rentabilité, et donc diviser pour mieux. Nous n'avons plus que les longues absences dues à des maladies purement réelles. Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue pour ce 5e et dernier épisode de cette saison sur les risques psychosociaux. Nous retrouvons aujourd'hui Isabelle Cretonilly, sociologue du travail et intervenante spécialisée dans la santé et les conditions de travail chez Syndex. Bonjour Isabelle. Bonjour Mathieu. Nous arrivons à la fin de cette année 2019 qui aura vu l'explosion de la parole des femmes avec les différents mouvements comme MeToo, mais qu'en est-il dans le travail ? Isabelle, aujourd'hui tu vas donc nous parler du harcèlement sexuel. Alors première question, comment lutte-t-on contre le harcèlement sexuel sur le lieu de travail ? Alors déjà, il faut rappeler que ce n'est pas un phénomène nouveau, puisque déjà en 2014, il y a le Défenseur des droits qui a sorti une enquête qui a montré que 20% des femmes avaient été victimes de harcèlement sexuel dans leur carrière, ce qui représente quand même une femme sur 5. Côté législatif, la loi sur le harcèlement sexuel, elle date de 2012, et puis en 2015 sont entrés dans le Code du travail les agissements sexistes. Depuis 2019, le CSE doit désigner parmi ses membres un référent en matière de lutte contre les agissements sexistes et le harcèlement sexuel. Qu'est-ce qui a changé véritablement ? Alors, ce qui a changé, c'est que la médiatisation a fait que maintenant, on en parle beaucoup plus dans les entreprises. Nous, on le voit puisque aujourd'hui, les élus peuvent nous appeler pour intervenir sur ces sujets-là, alors qu'avant, c'était jamais l'objet premier de notre intervention. On était appelé sur risque professionnel pour une mauvaise ambiance dans le service ou pour tout un tas de problématiques qui pouvaient rencontrer les salariés. Et puis, le sujet, il émergeait petit à petit, en fait, dans les entretiens. Aujourd'hui, il arrive que les élus nous appellent pour des situations détectées de harcèlement sexuel dans les services. Comment est-ce que les représentants du personnel peuvent vraiment se saisir de cette question ? Donc, le mieux déjà, c'est de passer par de la formation. Ça, c'est important de se former déjà sur ces sujets pour être en capacité de pouvoir détecter les situations de harcèlement sexuel dans l'entreprise. Donc ce référent doit être formé, il en a le droit, c'est le droit du travail qui lui donne cette possibilité-là. Et ils ont un rôle de veille concernant le respect par l'employeur de ses obligations. C'est-à-dire que c'est avant tout l'employeur qui est responsable de la prévention du harcèlement sexuel et des agissements sexistes dans son entreprise. Et les représentants du personnel, par exemple, en mettant le sujet à une prochaine instance pour amorcer la discussion avec l'employeur, peuvent l'enjoindre à respecter ses obligations. Par exemple, en mettant en place un dispositif de remontée des plaintes des salariés, ce qui est une obligation à l'employeur, mais qu'on constate rarement dans les entreprises, ou mettre en place tout un dispositif de communication auprès des salariés, des stagiaires, des nouveaux entrants sur le sujet pour sensibiliser tout le monde et puis montrer qu'il n'y a pas de tolérance en fait sur ce sujet-là et que l'employeur sera attentif à toutes les situations qui pourront être vécues dans les services. Tu veux dire le mettre à l'ordre du jour ? Oui, tout à fait, mettre à l'ordre du jour des instances. D'ailleurs, l'employeur peut être condamné lorsqu'il ne respecte pas ses obligations en matière de prévention de harcèlement sexuel, puisqu'il a l'obligation de prévenir et de sanctionner tout agissement de harcèlement sexuel dans son entreprise. Il y a un truc qui est super efficace dans les entreprises, c'est déjà que la direction fasse passer un message très ferme de non-tolérance au comportement de harcèlement sexuel et d'agissement sexiste, puisque déjà ça dissuade les harceleurs d'agir, et puis ça peut permettre aux victimes de sentir l'autorisation de parler. Parce qu'il faut savoir qu'il y a quand même des victimes de harcèlement sexuel qui ne disent rien, et pour cause, puisqu'elles risquent de rencontrer des difficultés dans leur carrière. Il y a une deuxième chose qui est super efficace dans les entreprises pour prévenir le harcèlement sexuel, c'est de sanctionner les comportements de harcèlement sexuel, de sanctionner les harceleurs. Ça dissuade aussi, et puis ça montre aux victimes qu'il n'y a pas de tolérance face à ces comportements-là. Donc ça, c'est côté employeur, mais les représentants des salariés là-dedans ? Alors, les représentants du personnel, leur boulot, c'est de détecter en fait ces situations de harcèlement sexuel et d'agissement sexiste. Alors souvent, ce qu'ils nous disent, leur principale préoccupation, c'est comment on fait pour détecter ce harcèlement sexuel, et puis comment on fait quand une victime vient nous voir pour nous parler. Pour détecter, il y a tout un tas d'outils, des enquêtes, des visites, s'ils entendent que dans les services, par exemple, les femmes se plaignent beaucoup, qu'il y a beaucoup de turnover, qu'on se plaint beaucoup du chef, il y a certaines choses comme ça qui peuvent leur mettre la puce à l'oreille. Ensuite, si une victime vient leur parler, la première chose à faire, c'est de la croire. On la croit, quels que soient ses propres a priori, on la croit de toute façon. Voilà, exactement. C'est-à-dire que c'est comme pour toute autre situation de travail. Ce qu'on dit dans les formations aux représentants du personnel, c'est que c'est normal d'avoir des jugements, des opinions, on a des grilles de lecture. Cependant, lorsqu'on est dans son rôle de représentant du personnel,
on doit prendre la parole des personnes qui viennent nous voir telle qu'elle vient, sans donner son avis, sans porter de jugement, sans remettre en cause. À partir du moment où une personne vient vous voir, vous parler pour vous dire qu'elle est victime de harcèlement sexuel, la première des choses, c'est de la croire, de l'écouter avec bienveillance, et puis surtout de ne pas lui dire « mais t'es sûr, t'as bien compris, non mais c'était une blague ». Tout ça, ça dissuade les victimes de venir parler. Donc ce qu'on dit aux représentants du personnel, c'est que s'ils veulent avoir accès à la parole des victimes, s'ils veulent libérer la parole, il faut qu'ils aient un comportement exemplaire déjà dans l'entreprise sur ces sujets-là, et puis que par ailleurs, quand on vient leur parler, ils ne remettent pas en cause ce que la victime vient leur dire. C'est pas leur boulot à eux de faire une enquête contradictoire, d'essayer de démêler le vrai du faux. Eux, ils sont là pour accompagner les victimes, les aider, les défendre, et ensuite, ça sera à l'employeur de mener une enquête contradictoire si jamais la victime décide de faire remonter sa déclaration jusqu'à l'employeur. Du coup, le représentant du salarié, il a reçu ce témoignage. Qu'est-ce qu'il fait? Il alerte la direction tout de suite? Alors surtout, ça c'est le deuxième message, ne jamais rien faire sans le consentement de la victime. Pourquoi? Parce que comme je le disais, à partir du moment où on dénonce un fait de harcèlement sexuel, on peut rencontrer des difficultés dans sa carrière, voire être licencié. Donc les victimes, elles ont une bonne raison de ne pas parler. En plus, souvent, on ne les croit pas. Faut savoir qu'une fois qu'on a dénoncé des faits de harcèlement sexuel, la vie est beaucoup moins simple dans l'entreprise, puisqu'il y a ceux qui vont nous croire, et puis il y a ceux qui vont dire qu'on exagère, que c'est une cabale montée contre une personne en particulier. Il y a des entreprises où il n'y a pas de harcèlement sexuel? Alors, c'est pas parce que personne n'en parle qu'il n'y en a pas. Donc, le but du jeu, en fait, c'est de parvenir à libérer la parole des victimes de manière à ce que ces situations et ces agissements puissent être dénoncés dans l'entreprise. Il y a fort à parier que dans toutes les entreprises, il y a du harcèlement sexuel. Si la victime donne son consentement, qu'est-ce qu'on fait? Alors, si la victime donne son consentement pour alerter la direction, évidemment, on alerte la direction. La direction, une fois qu'elle a connaissance d'actes de harcèlement sexuel, elle a l'obligation de mener une enquête dans les 2 mois, suite à la dénonciation des actes de harcèlement sexuel. Si les faits sont révélés par les représentants du personnel, notamment à travers d'un droit d'alerte, alors ils doivent être associés à l'enquête. En tout cas, c'est une enquête qui doit être menée conjointement avec la direction. Alors le risque toujours dans ces enquêtes, c'est que les personnes qu'on interroge, encore une fois, ne se sentent pas crues, aient l'impression qu'on leur demande de se justifier. Pour autant, c'est une obligation de l'employeur de mener l'enquête, et les représentants du personnel, leur travail, je le rappelle, ce n'est pas d'essayer de comprendre si c'est vrai ou pas vrai, c'est bien d'accompagner les victimes, de les aider et de les défendre. Récemment, on a eu ce cas où il y avait un directeur des ressources humaines qui était mis en cause, mais apparemment le mal était déjà fait et se poursuivait déjà depuis un certain temps. Comment est-ce qu'on fait dans ces cas-là? Malheureusement, c'est régulièrement le cas lorsque enfin une victime parle, qu'en fait on s'aperçoit qu'en fait il y a un peu une récidive et que même parfois la direction avait été au courant de des premiers agissements de harcèlement sexuel, et puis qu'il y ait juste un recadrage, on reçoit en entretien la personne et puis on lui dit bon maintenant faut arrêter quoi. Et puis, quelques années plus tard, bizarrement, ça recommence et puis on entend de nouveau des victimes le dire. Alors, il y a une tolérance assez incroyable, en fait, sur les actes de harcèlement sexuel au sein des entreprises. Si dans un supermarché, un salarié a volé du saumon à Noël, il va être licencié sur le champ, alors qu'on constate que lorsqu'il y a des agissements de harcèlement sexuel qui sont avérés avec des témoignages, la direction est très frileuse pour prendre des sanctions et licencier les personnes qui en sont l'auteur. On rappelle que c'est l'obligation de la direction de prendre les sanctions nécessaires lorsqu'il y a des actes de harcèlement sexuel qui sont dénoncés. Une mise à pied, par exemple, c'est pas une sanction suffisante? Alors c'est à l'employeur, en fonction de la gravité des faits, de décider du niveau de la sanction qu'il va prendre à l'encontre du harceleur. De la même manière, ce n'est pas au représentant du personnel de décider la sanction qui sera prise à l'encontre de ce harceleur. Peut-être que finalement, il y a ce qui se passe dans l'entreprise et puis il y a ce qui peut se passer devant la justice. Oui, tout à fait. La victime, elle a évidemment le choix de porter ou non plainte à l'extérieur de l'entreprise. Et si elle porte plainte à l'extérieur de l'entreprise, elle peut être accompagnée de représentants